Retour dans ce studio pour la deuxième partie de votre émission Que dit la presse. Et pour l'instant débat ce matin, j'ai 3 confrères en studio. Eric Akogbe, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous et bonjour amis auditeurs, amis internautes. Charles Ronvor, bonjour. Bonjour à vous Samuel, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Vigile Avancé est notre 3e débatteur ce matin. Vigile Avancé, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Le Béninois libéré titre ce matin scandale, motivation autour du grand colloque sur le code électoral. L'Église catholique divisée. On peut lire en début de son article, bien de nos compatriotes s'étonnaient de cet activisme du clergé béninois de l'Église catholique au sujet du nouveau code électoral. Béninois libérés pensent que les Béninois n'auront pas tort de penser, si je peux me répéter, que le clergé béninois est très très actif par rapport à ce code modifié. Vigile à Wanser, voyez-vous que le clergé est actif? Le clergé est actif et pas seulement le clergé. Les Béninois en général sont actifs, disons, sont préoccupés par ce code électoral. Et c'est une bonne chose, n'est-ce pas, que cela fasse objet de préoccupation jusqu'à ce niveau, au niveau du clergé catholique, comme le dit le Béninois libéré. Et cela d'autant que, comme nous l'avons dit, comme beaucoup l'ont dit, eh bien, c'est un sujet de paix ou un sujet porteur de troubles éventuels de paix, ce code électoral, si bien que même voté, même adopté de cette manière, eh bien, il est à saluer que le clergé catholique puisse envisager un colloque, donc une séance de réflexion, n'est-ce pas, sur ce document, n'est-ce pas, ce bien commun aux Béninois, histoire de comprendre véritablement de quoi cela retourne et de quoi, eh bien, cela peut être porteur demain. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est juste une séance de réflexion. Et ce qui m'étonne, c'est, disons, la polémique qu'il y a aujourd'hui autour. Cette polémique, c'est-à-dire diffuse dans l'opinion, notamment députés de la mouvance, les cadres de la mouvance qui sont invités à cette séance de réflexion, qui clairement ont dit qu'ils vont boycotter, donc qui sont dans la logique du boycott. Donc je veux parler des députés de l'UP Le Renouveau, les députés du bloc républicain. Pourquoi? Parce que pour eux, eh bien, la loi a été votée, elle est adoptée, elle est promulguée, on devait aller regarder ailleurs. La messe est dite, il faut passer à autre chose. Et pour eux, ne pas passer à autre chose, appeler des séances du genre, eh bien, c'est refuser de se soumettre à l'ordre, c'est refuser, c'est un peu, ils n'ont pas dit ça exactement, mais quand vous lisez dans leur esprit, pour eux, c'est porteur de troubles à l'ordre public. On reviendra sur cette posture qu'adoptent aujourd'hui les députés qui seraient invités à cette séance ou à ce colloque. Charles Ronvor, le Béninois libéré, dit toujours que cette affaire d'acharnement de la conférence épiscopale contre le régime de Patrice Talon se justifie maintenant. Il parle des jeunes de l'Église qui s'offusquent de la position de certains de leurs aînés. Est-ce qu'il n'a pas décliné quand même le nom ou l'organisation de jeunes catholiques qui s'offusquent contre? Bon, je ne sais pas si en temps les choses ont changé au niveau de l'Église catholique romaine. Pourquoi? Parce que pour le peu que je connais de cette Église-là, il y a le clergé qui représente l'ensemble des évêques. Il y a la conférence épiscopale qui représente l'ensemble des évêques, tout ça, et quelques prêtres. Maintenant, il y a le corps des prêtres, tout ça. Mais il y a les chorales également au niveau de l'Église catholique. Je reconnais également qu'il y a des jeunes au niveau de l'Église catholique, comme d'ailleurs dans toutes les églises. Mais au point où l'Église catholique a une jeunesse et aujourd'hui qui se prononce par rapport à l'actualité et politique et qui parfois va contre la position de la conférence épiscopale ou bien du clergé tout entier,
je doute fort, je ne connais vraiment pas l'existence de cette jeunesse-là. Mais je pense que le quotidien parle d'acharnement. De mon point de vue, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que vous allez observer que ce n'est pas pour la première fois que l'Église catholique se prononce sur des faits comme ça. Et surtout par rapport à ce code-là qui a été voté. Rappelez-vous de cette nuit-là où ce code a été adopté. Ils avaient déjà écrit, ils se sont réunis le jour-là et ils ont envoyé leurs recommandations au Parlement. Je me rappelle très bien que au cours même du débat de cette séance plénière, c'est le député Éric Nkoundé qui a même donné lecture de la position du clergé béninois. Mais ça n'a pas émoussé les ardeurs, ça n'a pas demandé, ça n'a même pas touché, j'allais dire tout simplement le reste de la classe politique à se dire au moins, mais écoutons au moins, ou bien lisons au moins, faisons au moins attention à ce qu'ils ont demandé. Non, tel n'a pas été le cas. On a voté la loi et puis c'est passé comme ça. Alors, si ça se passe comme ça au point où une structure comme le clergé, une fois, deux fois, revient sur la même préoccupation, de mon point de vue, j'estime qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'adage populaire dit chez nous qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, vous soupçonnez que ces jeunes sont entrepris? Non, je vois que non, j'avoue que cette jeunesse-là dont parle le quotidien, moi je n'en vois pas. Je le vois. Si ce n'est pas, vous savez, dans la presse écrite, vous m'excusez, nous avons cette facilité-là de créer des sources d'informations. Ça arrive selon. Il met même sous anonymat parce qu'il justifie cette posture disant qu'il veut éviter le courroux de la maison mère, le Vatican, à ce jeune. Je ne crois pas. Et c'est là même l'amalgame, c'est là même le flou. Une organisation du genre, pour une réflexion ou pour une position du genre, on ne devrait pas se cacher sous un anonymat. Il faut être clair, il faut être au-delà de tout. Le Vatican est là-bas, qu'on appelle le Saint-Siège est là-bas, mais ici, on parle de la vie politique d'un pays. Et je ne crois pas, parce qu'un jeune étant catholique ou même de n'importe quelle obédience religieuse veut se prononcer et que c'est le Saint-Siège de cette religion-là qui lui... Je ne crois pas. Donc, c'est en cela que je trouve que le journal, le quotidien, entretient totalement du flou à ce niveau-là. J'estime que pour une question qui fait d'ailleurs l'actualité du Bénin, on ne peut plus créer une organisation dit anonymat pour se prononcer. Parce que c'est devenu un fait public. Vous voyez? Et donc, je dis, si déjà ça se passe comme ça, je pense que la classe politique elle-même doit réfléchir à ce qui se passe pour dire, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe? Est-ce que ceux qui dénoncent la chose aujourd'hui sont moins béninois que les autres? Je pense que la question est à ce niveau. Une fois encore, rien n'est encore fixé tel que beaucoup le pensent là, surtout les députés de la mouvance présidentielle qui pensent que bon, c'est déjà consommé, on peut toujours aller aux négociations. Si tant est que ça sème assez, en tout cas ce code-là sème assez de polémiques, assez de réactions. Éric Akogbe, ces jeunes adoptent la même posture que les partis de la mouvance, le BR, l'Union progressiste, le Renouveau, qui ont reçu l'information et qui auraient reçu cette information et ont décidé de boycotter cette manifestation motivée par un sentiment du parti pris. Moi, jusque-là, je prends avec pincette cette information que le Béninois a libérée et nous a lâchée. Parce que moi, de toutes les confessions religieuses, celle qui a beaucoup plus de rigueur et plus de réserve, c'est l'Église catholique romaine. Comme ils disent que les jeunes ne sont pas d'accord avec la conférence épiscopale, ça m'étonnerait. Parce que là-bas, c'est la soumission totale, l'obéissance, la rigueur dans la discipline. Vous voyez, et à mon geste, lorsque on sent en vous que vous voulez vous rébeller, ou bien lorsque on sent que vous voulez vous opposer aux décisions des prêtres, enfin de ceux-là qui sont en soutane, là on vous sanctionne. Et leur sanction est rude. On va même jusqu'à vous excommunier. Dans une organisation, dans une
église si structurée et si rigoureuse sur le plan de sanctions, sur le plan des décisions, nous dire que les jeunes ont été contre la décision de la conférence épiscopale, je doute fort. J'ai de pincettes. Maintenant, comment le confrère a lâché cela, je ne peux que dire que si cela était réel, si cela était vrai, là, je parlerai de la révolution. Au sein de l'Église. Je parlerai de la révolution au sein de l'Église. Et je tiens cette phrase de ce qui s'était passé lorsque le pape avait donné sa position par rapport au mariage des homosexuels et autres. Il y avait eu des voix qui se sont levées, surtout ceux-là qui sont des hommes en soutane. Il y a eu des voix. Peut-être c'est le début d'une révolution qui est en train de s'annoncer au sein de l'Église catholique. Mais par rapport à cette information concernant les jeunes, bon, attendons de voir. Je ne peux vraiment pas dire grand chose, puisque je suis en train de me demander qui sont ces jeunes. Et ces jeunes sont de quelle couche, puisque au sein de l'Église catholique, il y a plusieurs couches de jeunesse. Benoît Libéré vous dit que ces jeunes, ce sont des jeunes prêtres et autres responsables de l'Église catholique. Bon, les jeunes prêtres. Bon, là c'est ça, ça devient plus sérieux. Si on nous parle des jeunes prêtres, ça devient sérieux. Là, ça veut dire que c'est en leur sein, au sein de ceux qui sont de la conférence épiscopale. Parce que si tu es homme oint, si tu es homme de Dieu, tu es censé être de la conférence. Et si au sein de la même conférence, il y a des voix discordantes, là, il y a matière à réfléchir. Il y a vraiment matière à réfléchir. C'est une question que nous allons creuser davantage pour en savoir les tenants et aboutissants. Mais pour l'instant, je prends l'information avec pincettes. Avec beaucoup de pincettes. Vigile à Ouansé, ces jeunes prêtres et autres responsables de l'Église catholique sont-ils entrepris par les partis de la mouvance? C'est vous qui vous fatiguez. C'est vous qui vous fatiguez. Le premier entreprise, c'est déjà le Benoît Libéré. Moi, je dis les choses clairement. Il a juste relayé l'information qui lui est parvenue à la rédaction. Il a relayé quelle information? Vous êtes tous ici, heureusement, des journalistes. Est-ce que vous pensez qu'on puisse écrire? Tout le monde peut écrire ça. Les jeunes de l'église protestante disent... Les jeunes là sont représentés par qui? Quelle entité? C'est la question que je quelle entité? Ils ont signé quel communiqué? Il y en a plusieurs. Ils ont signé quel communiqué où? Ils sont allés sur quelle radio, quel média? Dit quoi? Mais ces jeunes ont peur, nous dit Benoît Libéré. Et donc c'est lui leur porte-parole. C'est lui qui n'a pas peur. Non. Tout ça on connaît, c'est la manipulation. Mais parfois le journaliste peut cacher l'identité des gens. Pas de cette manière-là. Ça me rappelle exactement cette affaire-là en cours qui défraie la chronique, l'affaire Djogbenou. Vous avez vu cet article-là? On dit Djogbenou a dit. Clame Djogbenou. Djogbenou a dit, mais Djogbenou a dit où? En fait, un journaliste a le souci de crédibiliser son information. Et c'est à travers les autres détails qu'il apporte. Quand tu as dit une chose aussi grave, les jeunes de l'église catholique ont dit telle chose, mais il reste maintenant que tu étayes ça. Mais vous n'avez pas étayé, et tout le monde peut écrire ça. Ça là, ce que vous écrivez là, tout le monde peut dire ça. C'est pas lui qui a écrit. Non, mais lui, bon, enfin, je parle ainsi, c'est pas lui, évidemment. Bon, il porte la voix de Libéré. Non. En fait, je vous dis, depuis que le prêtre, l'abbé Souédé Nathanaël, a initié cette activité, qui est une activité ordinaire, courante de l'aumônerie, que tout le monde connaît, des cadres de l'église catholique, politiques de l'église catholique, que tout le monde connaît, qu'ils ont l'habitude de faire un peu comme l'IAJP. Et depuis que cette activité a été initiée, je vous dis, eh bien, les gens de la mouvance ont pris ça, prennent ça comme de l'offense. Eux, ils ont dit
toutes rangées dans la chambre pour prendre cette image-là. Et il y a des gens qui osent encore déranger l'ordre qu'ils ont déjà établi. Quelle réflexion ils veulent faire? Ils n'ont pas trouvé d'autres sujets dans la République. N'ont-ils pas raison de penser ainsi? Comment vous pouvez dire des choses comme ça? Comment ils peuvent avoir? Vous allez mais le débat est clos, non? Je peux même réfléchir sur la saison à venir. La saison des bananes à venir. Je peux réfléchir sur... Quand c'est une institution comme l'Église catholique, on peut penser qu'elle prêche pour la paroisse des opposants. Mais elle prêche pour la paroisse des opposants. Qu'est-ce que vous appelez prêche? Bon, ok. Vous avez dit l'Église catholique. Savez-vous que ce code-là compromet la paix? On l'a dit suffisamment. Ils ne sont pas les seuls à l'avoir dit. Les gens continuent de le dire. Savez-vous que quelqu'un a dit qu'il va compromettre la paix? Savez-vous où est-ce qu'il a dit ça? À quelle occasion? Il a dit ça? C'est devant l'Église catholique. C'est au clergé, aux évêques catholiques. C'est devant eux qu'il a dit que lui, il va arriver, qu'il va devoir compromettre la paix. Vrai ou faux? C'est des faits. Donc, les gens sont en train de voir les éléments maintenant. Est-ce que ça là, ça ne va pas effectivement compromettre la paix? Mais nous, on n'est pas là pour cautionner la compromission de paix. Donc, mais ils ont suffisamment parlé, non? Avant le vote de ce coup. Maintenant, pourquoi vous leur interdisez peut-être ce dernier mot? C'est quoi votre problème dans la République? Moi, je ne vous comprends pas. En plus, ils ont dit réflexion. Ils n'ont pas dit, nous faisons une marche sur l'Assemblée pour dire revenez sur votre loi que vous avez voté promulguée là. On dit réflexion. Mais c'est pas normal. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est vous qui avez un problème maintenant? Puisque vous vous mettez de leur côté d'ailleurs. Vous voyez pas que c'est... On dit réflexion, on n'a même pas dit. On peut toujours faire des réflexions, soumettre ça aux concernés, quitte à eux de ne pas prendre ça en compte. Ça se fait, non? Mais comment dans un pays dit démocratique, vous limitez la pensée? C'est une entorse à la libre pensée. Pourquoi vous refusez aux gens de réfléchir? On dit on veut réfléchir. Attendez, moi je vais vous lire les sujets. C'est qu'ils ont programmé le 25 avril prochain. L'invitation dit ceci. Sous le parrainage de la conférence épiscopale du Bénin, l'aumônerie nationale des cadres et personnalités politiques organise un colloque. Donc un colloque, c'est pour réfléchir. D'accord? Le 25 avril 2024 à Cotonou, au Palais des Congrès, sur le thème les modifications du code électoral au Bénin de 1990 à aujourd'hui. Le code électoral, le vivre ensemble et la participation de tous à la construction de la nation. Contribution de l'Église à la paix sociale pour des élections véritablement démocratiques en 2026. Contribution de l'Église à l'organisation des élections véritablement démocratiques en 2026. Voilà le thème central. On dit, ils poursuivent, nous voudrions vous inviter à participer à ce colloque. Bon, signé Père Nathanaël Yaovi Souédé. Et le programme détaillé dit ceci. Également signé par le Monseigneur. Également signé par le Monseigneur, vous avez raison, Monseigneur Roger Hongbedi. D'accord. Et le programme détaillé dit ceci, modification de code, comme je l'ai déjà dit tantôt, conférence inaugurale au cœur des conflits et des crises sociopolitiques au sein d'une nation, quelle voie de délivrance? Ça, c'est la première communication, la conférence inaugurale. Première communication, les modifications du code électoral au Bénin de 1990 à aujourd'hui, fondement et analyse. Deuxième communication, le nouveau code électoral, présentation, analyse et perspective. Troisième communication, le code électoral, le vivre ensemble et la participation de tous à la construction de la nation. Une trilogie féconde. Et dernière communication finale, le vivre ensemble, force et visée de toute loi au pluriel, mesures et actions de développement national. Où est le problème là? Où se trouve le problème? Pourquoi on va devoir maintenant démarcher les Bokono pour qu'il n'y ait plus ce jour-là, les journalistes pour écrire, pour dire que l'église est divisée, machin. Où est le problème? Où se trouve le problème là maintenant? Vous avez déjà refusé d'y participer, peut-être pensant que les gars vont plus aller plus loin que ça, qu'ils vont annuler peut-être leur événement. Vous dites,
est-ce que c'est pas en faveur de l'opposition? Si on va réfléchir comme ça dans la République, est-ce que là, je vais poser pied là, est-ce que ça n'arrange pas l'opposition? Est-ce que si je vais là maintenant, on va pas dire que je suis ami à l'opposition? On ne fera plus rien dans le pays. Donc nous-mêmes là, on va dire cette émission qu'on est en train de faire là, est-ce que ça n'arrange pas l'Église catholique? Est-ce qu'on n'est pas contre ceux qui sont... Non. Comment on va fonctionner comme ça dans la... L'Église est appelée à rester neutre et espérer que les choses bougent sans quand même être dans une posture tranchée comme c'est le cas. Ce que vous dites là, vous êtes en train de lire ou bien c'est votre pensée ou bien je sais pas, je comprends. C'est ma pensée. C'est votre pensée. Qu'est-ce que vous appelez Église neutre? Qu'est-ce que vous appelez Église? Vous connaissez l'histoire du Bénin? Vous connaissez l'histoire de la conférence nationale? Vous savez le rôle que l'Église catholique a joué là-dedans? Même avant, je ne parle même pas de l'organisation de la conférence, je ne parle pas de Monseigneur de Souza. Les lettres, les différentes lettres, comment ils appelaient ça là. Il avait cette fameuse lettre là, et nos parents affectionnaient tellement ça, voulaient l'avoir à chaque numéro. Je me rappelle même de ce dernier numéro avant la conférence nationale. C'était solennel. D'accord? C'était solennel. L'Église a joué un rôle déterminant. Vous dites neutre. Pourquoi l'Église va être neutre? Neutre là, c'est pas possible. Non partisan, je suis d'accord avec vous. Mais neutre, pourquoi l'Église va rester neutre? Neutre là, c'est écrit où? Neutre, c'est-à-dire maman, massé, matonnémé. Pourquoi? C'est son rôle. Vous entendez leur prêche c'est pas dans le vide. Il parle du quotidien, il parle des répressions policières, il parle de la faim, du maïs qui coûte cher. Et souvent, le message peut être neutre. À la paix. C'est ça. Souvent, portez vos casques. Essayez vous-même. Dieu n'est pas dans la pagaille. L'église, le message peut pas être neutre. C'est pas possible. Bon, évidemment, vous n'êtes pas prête. D'accord. Moi non plus, je suis pas prête, mais au moins, il m'arrive. Il est un chrétien. Bon, écoutez, même chez les Vaudouins, le message n'est pas neutre. Donc, on peut pas dire neutre. Il faut faire une différence entre neutre et partisan. Même militant, écoutez, on peut même être militant. On peut être militant des droits humains. On peut être militant de l'intérêt général. On peut être militant de la vérité. Et c'est ça le rôle de l'Église, justement. C'est ça le rôle des leaders religieux. Vous n'entendez pas, même dans les autres... il a un imam qui s'illustre ces derniers temps. Et qui s'est l'imam central d'une mosquée dans Calavi. Voilà. Quand j'ai entendu... comment il s'appelle, qu'on a arrêté Rémi Yabako, j'ai dit, si ces gens, la logique, c'est de taire toutes les voix discordantes, ça veut dire que l'imam est aussi sur une liste. Vous voyez, mais un pays ne peut pas fonctionner de cette manière. Peut-être moi je parle là, on va dire, oh, mais toi tu es sur la liste depuis. C'est pas possible, on peut pas. Non, mais c'est pas possible. Et vous cautionnez ça. Vous dites, mais oui, l'église doit être d'autres, mais où est-ce qu'il lui, mais il cherche, il doit ça. Non, c'est pas possible. Charles Ronvaux, quand on sait un peu le passé de l'Église catholique avec ce régime, est-ce que l'Église ne devait pas mieux faire de se taire par rapport à cette question du code électoral? Samuel lit le fait que ces dirigeants d'Église sont d'abord citoyens. C'est des Béninois d'abord, même si parmi eux il y a des étrangers. Ils sont citoyens béninois et je pense que la question qui touche le pays, tout ce qui touche le pays doit pouvoir les interpeller. Et c'est en cela que cela les interpelle, si je peux ainsi me répéter. Juste pour dire également que lorsque nous, si je me mets dans le panier également, nous sommes tous politiciens, militants, tout ça. Quand nous créons le désordre, à la fin, ce sont ces hommes d'église également que nous appelons pour dire, bon, aidez-nous à aller à la paix. Vous voyez? Et donc, je me dis que c'est des gens qui se mettent d'abord à l'avant-garde pour jouer aux sapeurs-pompiers, sinon jouer en même temps à l'apaisement pour qu'il n'y ait pas crash, tout simplement. Donc, je ne pense pas qu'ils doivent se taire parce qu'ils ont eu également le temps de suivre les choses, d'écouter les uns et les autres. Et ils ont fait le point, ils ont trouvé qu'il y a en fait quelque chose qui ne va pas. Et je dis, lorsque vous consultez un peu l'histoire de en tout cas de nos élections de 90 à aujourd'hui, de mon point de vue, il me semble que c'est le code le plus querellé. C'est le code le plus querellé, le code qu'on a le plus dénoncé. Alors vous vous posez la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe ce temps? Qu'est-ce qui fait courir en réalité les gens? Et qu'est-ce qui amène certaines personnes à rester un peu tendues sur la position? À savoir qu'on ne peut plus retoucher, on ne peut plus faire quelque chose, on ne peut plus modifier quoi que ce soit.
Alors, est-ce que c'est toujours dans l'intention de gagner les élections de façon crédible, ou bien on est dans la logique d'exclure certains et pour se faire une part belle? C'est une question. Et ceux qui dénoncent la chose, est-ce qu'ils sont moins béninois que ceux qui l'encouragent? C'est des questions qu'il faut se poser. Alors, si on se met dans la logique de quelqu'un qui veut la paix pour ce pays, il n'est pas encore exclu de revoir les choses. Écoutez au moins les autres sur leurs doléances, leurs préoccupations, leurs recommandations, et voir dans la mesure du possible qu'est-ce qu'on peut faire et qui arrange tout le monde. Je pense que c'est l'essentiel. Parce que s'il faut aller à une élection pour créer des histoires, pour créer des problèmes, pour créer la désunion, ça n'arrange pas en fait le pays. L'histoire montre que si ce n'est pas les religions, peut-être c'est les élections qui créent des histoires, qui créent des problèmes de guerre, des mécontentements, des déplacements, tout ça là à ce pays. Alors, est-ce que nous en avons besoin? Parce que vous écoutez les dirigeants, nos responsables, ils ont tous les mots pour dire que mais ce que le Bénin vend le plus à l'international, c'est sa démocratie. Alors, est-ce que les actes que nous faisons aujourd'hui nous amènent à toujours prioriser cette démocratie-là? C'est une question qu'il faut se poser. Parce que vous allez observer que depuis un moment, il y a des actes qui ont été posés, il y a eu des lois qui ont été votées et qui n'accordent plus cette effervescence qu'on a connue par le passé aux élections dans notre pays. Alors, comment en est-on arrivé là? Je regrette que Martial n'est pas là aujourd'hui parce que la dernière fois on s'est rencontrés sur ce plateau, il a parlé des échauffourées, des soulèvements qu'il y a eu, tout ça là. Mais comment nous en sommes arrivés là? C'est la question qu'il faut se poser. Quels sont les actes que nous avons posés en début et qui ont conduit à cela? Voilà encore une autre élection en préparation. Et déjà, le code est tellement querellé. Et toutes les voix qui tentent de dire qu'on peut encore toucher, on peut encore retoucher quelque chose là. Non, on pense que c'est des gens qui sont de l'opposition ou bien qui ne veulent pas de l'évolution de ceci ou de cela. Soit, vous allez observer que soit c'est des gens qui savent pertinemment que ce que nous avons mis là, ce que nous avons voté, ça exclut certaines personnes. Ou on a peut-être peur que si on va à une rencontre comme celle-là, à un colloque comme celui-là, l'état ou bien les erreurs, c'est-à-dire ce qu'on pouvait éviter, tout sera révélé au grand jour. Soit c'est-à-dire c'est les deux cas de figure ça. Sinon, de mon point de vue, je ne vois pas en quoi retoucher quelque chose ou bien juste se retrouver pour parler de quelque chose. Je ne vois pas en quoi cela gêne et que déjà il y a eu manipulation. Il y a manipulation et je ne veux pas juger le journal Le Béninois Libéré, mais vous questionnez n'importe quel Béninois, on va vous dire que ce journal a tendance à s'illustrer à travers ses écrits là. Les spéculations, être parfois alarmiste sur des sujets comme ça et qui au finish là, mais si c'est pas des excuses ou bien il faut aller passer par des gens pour faire le salam alek. Il n'est pas exclu de rappeler un peu ce que ce quotidien là a écrit contre les maîtres Élise Bédo en ce moment là, en temps également sur l'ancien ministre de l'Intérieur Daniel Kawema. Donc il y a eu assez de choses. Tout récemment, voilà, tout récemment encore, Nouroudine Saka Saleh est actuellement encore au niveau de la justice. Donc je pense que c'est une information qu'il faut prendre avec pincette, comme le disait Eric tout à l'heure. Et je doute que peut-être le clergé aussi ne la signe en justice. Parce que ces jeunes qui sont constitués, dont on a parlé, on doit pouvoir nous le dire. Quels sont ces jeunes-là, catholiques, et qui ont telle existence officielle-là? Je ne vois pas. Eric Akogui, le clergé pouvait se taire, non? C'est voté. Non, mais le clergé, avant d'être clergé, c'est un citoyen. Et même s'il est clergé, ce sont des citoyens. Ils ne peuvent pas se taire sur des questions brûlantes. Ce sont des questions de souveraineté nationale. Ce sont des questions qui touchent à la vie des Béninois. Donc, pour toute question qui a ou bien qui ont d'intérêt national, le clergé doit intervenir. Autrement, il n'est pas dans le pays.
Voyez? Donc, moi, je ne vois pas, je ne conçois pas de cette manière. Et si le clergé se taisait, mais ce clergé serait condamnable. D'ailleurs, ce que le clergé fait, c'est normalement la même chose que les autres organisations devraient faire. Puisque ces organisations sont des éclaireurs ou éclaireuses de la nation. Ce sont des gens que peut-être Dieu a choisis pour donner des mots d'apaisement ou des phrases qui vont apaiser, qui vont amener les gens à apaiser la tension. Vous voyez, en principe, l'Union islamique devrait également s'intéresser à cela. L'union des chrétiens de toute obédience, puisque c'est pas ça qui manque dans notre pays. Si nous allons parler de chrétienté, il y en a tellement, même si on faisait croire que au début c'était l'Église catholique romaine, c'est le protestant, ce sont les protestants, c'est l'islam, et enfin le christianisme. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Si nous allons dénombrer les églises, les confessions religieuses au Bénin, c'est plus de 2000, pour ne pas dire 10 000. Il y en a dans toutes les fonds. Il y en a même qui prennent des boutiques pour faire leur chapelle de prière et autres. Donc, les questions d'intérêt national doivent intéresser tous ceux-là. Ils doivent en parler. Et ce sont des gens, très souvent, lorsqu'ils parlent, ils sont très bien écoutés. Ils sont très bien écoutés parce que on suppose que ce sont des envoyés de Dieu, ce sont des gens choisis par Dieu lui-même pour éduquer, pour sensibiliser, pour parler à son peuple. Et par conséquent, ils sont bien écoutés. Ceux qui disent qu'ils sont des hommes de Dieu, que les questions politiques, les questions du pays ne les intéressent pas, mais ils se trompent. Ils se trompent. Et ceux-là, je dirais qu'ils sont, ils sont des hypocrites. Voilà le mot. Ils sont des hypocrites avec grand H. Parce que ce sont les mêmes qui passent par derrière pour aller voir des hommes politiques, pour demander leur soutien. Leur soutien parce qu'ils veulent construire ici, ils veulent construire ça. Et de façon voilée, ils demandent à leurs fidèles de voter. Ils orientent les messages à leur manière. Donc, l'essentiel est que ceux-là enlèvent leur voile et parlent des questions qui touchent à la paix. Ouais, lorsqu'ils constatent qu'il y a des questions qui veulent amener peut-être de troubles, ils devraient être les premiers à intervenir. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, ce que fait le clergé, c'est une bonne chose. Le clergé est là pour juste faire de l'éclairage. Ne faisons pas ceci, ne faisons pas cela. Ça risque de. Et c'est une bonne chose. C'est ce que nous attendons également des autres. Donc, dire que le clergé devrait se jeter, non. Moi, je ne vois pas cela sous ce angle-là. Vigile à Roncey, est-ce que le clergé n'avait pas mieux à faire, passer dans les couloirs, disons, emprunter la voie informelle pour toucher ses dirigeants? Vous aimez les raccourcis, vous aimez vous cacher, vous aimez cultiver l'hypocrisie, tout le reste. C'est normal, hein, parce que, bon, vous parlez, vous brassez, c'est qu'on a l'habitude de voir, quoi. Vous, Samuel Ongo. Vous savez, ceux qui ont voté le code là, c'est eux que vous voyez tous les vendredis à la mosquée. Vous le savez que c'est eux qui mettent les boubous les plus blancs. C'est eux qui mettent ça, qui vont à la mosquée. C'est eux qui s'asseyent en première ligne les dimanches à l'église. Toutes les églises, notamment l'église catholique. Et vous voulez que l'église reste en dehors de ça. Vous dites qu'il devait se cacher. Mais dans le temple, on peut servir un nouveau code à ces auteurs, s'ils sont adeptes des temples catholiques. Dans le temple, je n'ai pas compris. Dans l'église, on peut servir ces récriminations aux auteurs qui y viennent. Mais ils le font déjà. C'est sûr, dans leur prêche, ils le font déjà. Et vous savez, il n'y a pas de hasard. Hein. Tout le monde a oublié qu'on a mis dans le code pénal
au Bénin ici, que les églises, les mosquées ne doivent pas parler de politique. Vous avez oublié ça? Nous, on en avait parlé sur le FM à l'époque. Il y a, comment on appelle, une disposition du code pénal qui dit ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut même se lever, je me rappelle du nom de cet imam, Moutawakil. Ils peuvent se lever un jour, aller le prendre seulement. Parce que la loi, là, ils vont dire, bon, comme on a fait à Nati Tengu, on a pris le jury qui a filmé, et tout le monde va te dire, ah bon, donc il y a une disposition qui dit ça, effectivement. C'est ça. On est dans un pays à 1000 pièges, 10 000 pièges, 100 000 pièges, pièges partout, pièges sans fin. Hein? Et on dit, il faut s'adapter. Alors qu'il faut juste faire comme l'Église catholique, comme Eric le disait, que toutes ces entités, comme ils ont commencé d'ailleurs, que toutes ces entités puissent se questionner. On vient d'où? Est-ce que, comme disait Charles, on a toujours fait les élections de cette manière? Pourquoi c'est ce code qui est autant querellé? Et qu'on se pose de ces questions-là sur les grands sujets de préoccupation des Béninois. Mais que de rester dans l'hypocrisie, et je comprends, comme le disait aussi Eric, vous voyez ces leaders religieux-là, ils sont déjà là, hein. Ils sont là, ils voient même déjà le profil, comment vous appelez, robot, bien comment vous dites là, le portrait robot du prochain président de la République. Il y a certains qui disent que Dieu leur a déjà révélé le prochain président. Et il y a même déjà des églises, notamment des églises évangéliques, qui sont organisées déjà et qui ont déjà leurs candidats. Sauf eux, ils ne parcouraient pas les choses là. Mais il y en a. On les connaît chacun, on sait qui est derrière quel candidat ou quel potentiel candidat. Donc, quand vous avez affaire à des acteurs comme ça, c'est évident que vous n'allez pas les trouver dans la sincérité, dans la défense de l'intérêt général, de la vérité. Non, ils sont dans la défense de leurs intérêts immédiats et futurs. Ils sont dans la quête permanente. Ils sont dans la dynamique du changement de leurs intérêts. Mon intérêt change, moi mais je change avec. Voilà ce à quoi ils sont réduits. Et dans tous les cas, qui vous dit que ça ne les arrange pas tel que le pays est? Ça les arrange. Parce que tant que les Béninois peuvent crier, peuvent dire, ils iront se réfugier dans les églises. Quand ils vont se réfugier dans les églises, ils vont quand même donner de quêtes. On va leur dire, il faut acheter telle chose, il faut faire ceci, il faut contribuer, on a encore fait cela là. Ils vont chercher dans le maigre qu'ils n'ont pas là, les maigres ressources qu'ils ont. Ils vont encore puiser dedans. Donc ça les arrange quelque part, cette situation-là. C'est aux Béninois de prendre conscience, de savoir que si vous voyez ces gens d'écrits là, de commandes où ça commence à se multiplier, on dit que quelqu'un a dit, on ne voit jamais qui a dit, à quelle occasion on a dit. Hein? Quand vous voyez ces choses-là se multiplier, on veut empêcher mais pourquoi on veut empêcher? C'est parce qu'ils n'aiment pas. C'est parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Donc du coup, vous adhérez-vous. Quand ils n'aiment pas, allez là où ils n'aiment pas là. Moi je dis aux Béninois, allez là où ils n'aiment pas là. Vous allez voir, ils vont reculer. Ils vont reculer. Soyez que les Béninois soient amis de la vérité, qu'ils soient amis de l'information, la vraie information, et qu'ils soient préparés à se défaire de la manipulation des médias, de l'instrumentalisation des médias. C'est ça justement. Si les Béninois arrivent à le faire, vous allez voir, la peur va changer de camp. Et ça a commencé. Parce que, regardez, le peu seulement, c'est le peu seulement qu'on a pu observer là, où les gens ont commencé par s'intéresser aux choses. Les gens ont commencé par dire, ah mais jusque-là, quand même, on ne peut pas accepter ça. Vous avez vu? Le résultat, ça n'a pas, ça n'a pas tardé. Oui, c'est à la faveur de la fin de mandat, tout le reste. Vous voyez les professeurs d'université qui n'avaient plus jamais bougé le petit doigt avec tout ce qu'ils subissent eux-mêmes déjà, d'abord, et puis leurs collègues qu'on a jetés en prison en attendant d'aller chercher encore un des leurs demain, jetés en prison, où ils se sont terrés tous comme de grands enfants, chacun attendant son tour. Ils se sont réveillés aujourd'hui. Regardez c'est depuis décembre que des universitaires, des intellectuels de l'Afrique et à travers le monde ont signé, ont envoyé un message pour la libération de
du professeur Joël Aïvo. C'est vrai, Patrice Talon n'a pas bougé, mais ils auraient fait quelque chose. Ça, on ne dira pas qu'ils n'ont pas bougé, comme on l'aurait dit des professeurs des universités publiques du Bénin. S'ils n'avaient pas pris cette initiative aujourd'hui, heureusement, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça. Regardez la marche de samedi prochain des syndicalistes. Tout ça à la faveur et de la faim. Quelqu'un a dit qu'il n'y a que la faim qui chasse le loup des bois. C'est ça ce qui arrive aux Béninois, malheureusement. La répression. Moi, voyez-vous, regardez, maintenant il a mercredi ou bien jeudi en noir. Jeudi noir. Jeudi en noir. Hein? L'initiative du parti LD. Voilà. Donc, tout ça, ça se réveille. Rien que parce que les gens disent, ah bon, donc si on bouge, ça peut faire bouger. Et les gens disent, allons-y, les gens disent, allons-y. Et vous voyez les manipulations qui viennent. Vous voyez les manipulations qui viennent. Les instrumentalisations. C'est ça, justement. Il faut que les Béninois comprennent cela. Et sachent que ce n'est pas ce que vous recommandez à travers vos questions-là. Faire les raccourcis. Aller vous cacher. Se conformer. Non, on ne se conforme pas. Un pays ne se conforme pas à l'arbitraire. Un pays ne se conforme pas à tout ce que vous voyez là. Les courtes échelles là. Un pays ne se conforme pas à ça. Et puis, ce qui a réveillé les gens par-dessus tout, et ils ont raison également, c'est le Sénégal. Quand on parle de démocratie sénégalaise, il n'y avait plus de démocratie là-bas. Un président qui se lève et qui arrête le processus électoral avec la caution du Parlement, il n'y avait plus de démocratie. Un président qui jette ses prisonniers et ses opposants en prison parce qu'ils vont le challenger. Je suis d'abord au Sénégal, hein. C'est plus de la démocratie. Ce qui a fait la démocratie sénégalaise, c'est les Sénégalais qui se sont levés, contrairement à ce que vous dites, raccourci, machin. Non. Les grands imams de là-bas, là, ils parlaient publiquement. Ils prenaient le peuple à témoin et conscientisaient en même temps qu'ils parlaient à leurs autorités. Les leaders des organisations de la société civile, c'est publiquement que tout le monde prenait parti. Même les gens du parti de Macky Sall. Et ça, c'est des exemples aussi ici. Ça a sonné aussi le réveil ici. Donc, vous ne pouvez pas continuer à dire, même les journalistes, moi, je vous exhorte à ne plus poser des questions du genre. Parce que ça, c'est un conditionnement qui ne dit pas son nom. Est-ce que l'Église n'aurait pas dû aller voir s'il est minuit avant d'aller voir les députés là pour leur parler au lieu de... Pourquoi? Charles Renfort, est-ce que l'Église ne peut pas revoir sa manière de prêcher? Peut-être elle a péché par là. Ah mais je pense pas. Les présidents de certaines institutions sont membres de l'Église catholique. Ah mais oui. Mais vous savez, ils vont à l'église. Bon, certains quand même, certains responsables vont à l'église. Mais le prêtre est là, ou le pasteur est là pour faire son sermon. Et puis, quand ça finit, il revient à chacun de prendre ou de ne pas prendre. Vous voyez, ils en profitent. Je veux parler des prêtres, des pasteurs. Ils en profitent au détour de l'évangile, tout ça là, pour dire quand même quelque chose, donner leur position sur l'actualité nationale, tout ça. Mais reste à savoir également si au sein de ces prêtres, de ces pasteurs-là également, il n'y a pas des gens qui sont acquis à la cause. Il n'y a pas des gens... Naturellement. Voyez, naturellement, il y a des gens de tous bords, des prêtres de tous bords. Oui, il y a des prêtres, c'est quand ils sont partisans, alors c'est fini, ça veut dire qu'ils s'alignent dans le même discours que l'homme politique. Vous voyez? Alors, c'est dans cette condition que parfois vous retrouvez, c'est-à-dire ça devient compliqué. Vous voyez? Alors, il y a ce cas. Il y a également le fait que parfois l'homme de Dieu, l'homme d'église, en tout cas le responsable religieux, a peur de perdre, je ne sais pas, est-ce que vous parlez de bétail là, ou bien en tout cas de perdre ses fidèles. C'est tel homme politique, c'est lui qui vient et que pour réparer la toiture de l'église. Pour réparer la toiture de l'église, c'est lui qui fait que le jour il est là, la quête est un peu lourde, est un peu consistante.
Alors, si vous lui parlez et vous trompez, sinon vous touchez sa sensibilité politique, il peut refuser de ne plus venir. Et puisque tout évolue aujourd'hui sur les intérêts, eh bien, on préfère aller dans le même sens que celui-là, tout en mentant au peuple. Vous voyez, j'ai suivi une vidéo récemment où le pape, je crois, en tout cas l'actuel pape, disait que tout le monde ment. Les prêtres mentent, les religieux mentent, les médias mentent, tout ça. Ben, ça fait réfléchir. Vous voyez, si bien que la sincérité n'existe plus trop dans tous les courants d'idées, dans tous les domaines, tout ça là. Mais je pense que l'idéal aurait été que l'on reste dans la droiture et dit ce qui doit être concrètement. Mais aujourd'hui, la moralité a déserté totalement, bon, je ne dis pas totalement, en tout cas partiellement les domaines, sinon les personnalités, les responsables, tous ceux-là qui devaient quand même inspirer la jeunesse, qui devaient inspirer quand même le mieux vivre, le mieux être, tout ça. Si bien que parfois, vous avez tendance à croire qu'il y a des gens qui trichent même avec leur conscience. Parce que l'image que vous avez d'eux, ce n'est pas, c'est-à-dire c'est totalement contraire à ce qu'ils font. Et quand c'est comme ça, ça devient un peu difficile. Parce que parfois, des gens qui sont censés avoir une certaine retenue, qui sont censés avoir une certaine clairvoyance pour agir, ils agissent de façon contraire. Et parfois, vous aussi, vous avez de la peine à leur parler. Surtout quand vous avez en face de vous des gens qui ne sont même pas disposés à vous écouter. Il y a ces cas-là également. Donc, je pense que l'Église, ils doivent se mettre au-dessus de la mêlée et dire effectivement ce qui doit être. Dire la vérité à ces hommes politiques-là, quand bien même rien n'est sûr de ce qu'ils vont accepter. Néanmoins, l'Église devait rester quand même neutre, comme vous le disiez tout à l'heure, et ne pas rester peut-être partisan, mais toujours est-il que c'est des citoyens. Et quand des questions comme ça, des questions qui touchent la vie du pays arrivent, ils doivent se sentir quand même concernés. Et c'est ça ce qui est en cours de préparation. Ce colloque-là, je pense qu'il ne s'agit pas de manipuler la presse, de manipuler l'opinion publique à ce que les gens ne participent pas. Parce que si déjà ça commence comme ça, c'est dire que c'est une rencontre de trop, ou bien un colloque de trop qui ne servira à rien. Parce qu'il s'agit de notre pays, il s'agit de la vie des citoyens de demain. Pourquoi pas aller? Parce que nul n'a la science infuse, dit-on. Si vous avez posé un acte aujourd'hui et qu'il y a une autre rencontre de façon élargie et qu'au cours de cette rencontre-là, on découvre des tares, on découvre des erreurs qu'on peut corriger, en quoi cela gêne? Je ne vois pas. Donc, dire aux hommes politiques qui sont cadres de ces religions-là qu'il vaut mieux aller à cette rencontre-là, participer effectivement et faire quand même des concessions, pourquoi pas. On peut toujours corriger si tant est qu'il y a des questions qui fâchent. S'il y a des questions qui opposent les uns aux autres là, on peut toujours aller à la correction. Je pense que c'est pour le bien-être de la population. Eric Kogbe, dites-nous, est-ce que le retrait ou ce qui est annoncé par les mouvanciers de ne pas participer à ce colloque, les résolutions de ce colloque engageront qui? Moi, je ne sais pas pourquoi les mouvanciers diront qu'ils ne veulent pas participer à ce colloque. Moi, je ne vois pas la raison. Ils oublient que ce colloque qui est juste une rencontre de réflexion, de discussion et de réflexion, ils oublient que ça pouvait les éclairer davantage. Mais non, ils sont en train de tout politiser. Sinon, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne vont pas participer à cela. Puisque ça participe à la vie de notre pays. Ça participe à l'émancipation politique de notre pays. Mais pourquoi on ne peut pas dire que seul on connaît tout? Au cours des échanges, c'est sûr que chacun trouvera quelque chose à gagner. Ne pas prendre ne pas participer à cela, moi je ne vois pas le bien fondé. La raison qu'ils peuvent avancer, je ne vois pas, puisque ils sont béninois et les questions programmées et les questions qu'ils veulent
discuter, merci, les questions qui veulent discuter participent pleinement à l'épanouissement de notre pays, le Bénin. Qu'est-ce que nous voulons? C'est la paix que nous voulons. Et lorsque le clergé dit, venez, on va discuter, mais ils ne peuvent pas les prendre en adversité. Sinon, pour moi, s'ils refusent, s'ils boycottent cela veut dire qu'ils ont pris le clergé en adversité. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Peut-être ils ont reçu des instructions de ne pas y aller, peut-être, mais on ne devrait pas mettre sous le coup de la politique ce colloque. Et puis, selon moi, c'est un colloque purement scientifique. Ça permettra à chacun de donner son opinion sur les questions brûlantes de notre pays. Mais pourquoi ne pas y participer? Ils sont fils du pays et il y a des questions qui concernent notre pays. Ils doivent accepter et prendre part à cela. Vigile Avancien, quelles sont les implications? Vous permettez qu'ils refusent de participer, c'est leur droit. Les recommandations vont engager qui? Non, les recommandations. À l'Assemblée, c'est eux qui doivent modifier. Les recommandations, c'est comme Eric disait tantôt que ils vont peut-être tirer de ça. Vous savez, ce que ce jour, je vais vous dire clairement, c'est la mauvaise foi. Et il n'y a pas de solution contre la mauvaise foi. C'est-à-dire, je sais délibérément que ça là, ce n'est pas bon. Mais moi, j'ai besoin de faire ça pour avancer. J'ai besoin de faire ça parce que cela m'est utile. Et c'est ça qui va s'imposer parce que j'en ai la force. J'ai la position pour l'imposer. Mais face à ça, vous pensez qu'eux ne savent pas que ce code-là n'est pas garant de paix, de quiétude, de paix sociale? Vous ne savez pas? Ils savent très bien. Tout le monde sait. C'est pas que c'est... Non, mais eux veulent avoir d'avance et ils l'ont déjà eu. Tout ce que vous dites là, ça les retarde. Mais en même temps, en faisant, non seulement vous avez choisi boycotter, mais vous entreprenez des gens pour communiquer contre la structure organisatrice du colloque. Mais vous faites ça, ce que vous faites là, vous êtes en train de faire de la publicité au colloque. Sans ça, nous, on ne serait pas en train d'en parler maintenant. Actuellement, regardez des milliers de gens qui écoutent Cristal et ces gens-là sont informés qu'il a telle activité. Moi, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne savaient pas qu'il a un tel colloque le 25 avril au Palais des Congrès qui va, n'est-ce pas, être organisé. Et qui peut-être vont s'y rendre, peut-être vont attendre des résultats de ce colloque. Mais c'est ça, justement. Vous avez choisi boycotter, c'est votre droit. Mais vous n'avez pas besoin de continuer encore comme dans la mauvaise foi en entreprenant des gens qui fabriquent des histoires des jeunes, n'est-ce pas? Non, on n'en a pas besoin. Le Bénin, on ne peut pas obliger tout le monde à l'unanimisme. C'est pas possible. C'est pas possible. Charles, on va finir ce débat par vous. Dites-nous, les recommandations vont engager qui si les députés de la mouvance refusent de participer à ce colloque? Oui, les recommandations, je pense que c'est le grand espoir de cette rencontre-là. Les recommandations vont engager qui? Je pense que c'est là. Est-ce que le gouvernement sera disposé à adopter, sinon à prendre en compte cette recommandation? La question est là. Mais si déjà la rencontre a eu lieu, c'est déjà un pas. Maintenant, si on ne prend pas en compte les recommandations, l'histoire retiendra au moins que, en son temps, le clergé béninois a organisé un tel colloque par rapport à tel sujet. Maintenant, prions qu'il n'y ait pas catastrophe. Mais si éventuellement il y avait catastrophe, tout au moins le clergé va se désengager. Au moins nous avons posé ce pas-là, mais nous n'avons pas été écoutés. Et c'est là le piège qui attend en réalité toute la classe politique de la mouvance présidentielle. Parce que tel que cette classe-là est en train de prendre la question, de manière à ce qu'on ne touche plus, je pense que d'abord c'est suspect. Et quand c'est suspect, ça risque de nous créer des histoires, des problèmes que nous ne souhaitons pas. Mais déjà, s'il y a des voix qui se lèvent pour dire allons à la table de négociation, allons aux échanges, je pense que pour un citoyen conscient de l'avenir de son pays, conscient de la paix sociale là, on doit quand même aller à ce colloque-là. Pourquoi pas? Et prendre en considération les recommandations et les exploiter. C'est vrai qu'on pourrait nous dire que mais nous ne sommes pas demandeurs de ci ou de cela, mais si déjà on se rend compte que
tout autant que nous sommes citoyens de ce même pays, on peut participer à la vie du pays. Je ne vois pas en quoi ces genres de recommandations ne seront pas prises en compte. Merci à vous, Charles Renvaux. Vous êtes de la rédaction de la radio scolaire et éducative. Eric Akogbe, Vigile Avancé, tous deux de la rédaction de Crystal News. Que dit la presse? C'est encore demain avec Edouard Nyansouno à la commande.